Alors dans la démarche anthropologique, moi ce que je privilégie, c'est le moment de la description, de l'ethnographie. L'ethnographie, c'est une activité visuelle et auditive, mais c'est en même temps une activité linguistique, ou plus exactement langagière. L'ethnographie ne dissocie pas l'étude des cultures, ethnos, et la question de l'écriture graphée, mais fait précisément de la réunion entre ethnos et graphée son originalité. Alors, ce qui pose les questions suivantes, comment transformer ce qu'on voit et ce que l'on écoute en langage? Comment transformer le regard en langage? Quelle relation y a-t-il entre la réalité sociale que nous observons et la réalité textuelle ou filmique, pour toi, que nous produisons? Il y a toujours un écart, entre la réalité observée et la réalité transfigurée. Alors, il y a des anthropologues. C'est bien cette question quand on fait un film. Il y a des anthropologues qui privilégient davantage le regard, l'image, depuis Malinowski, et il y a des anthropologues qui privilégient davantage l'écoute, la parole, comme Devreux, comme Jeanne Favret, ce qui est normal parce qu'ils sont aussi psychanalystes. Mais je crois qu'on doit privilégier les deux, à l'instar de Howard Baker, qui est un sociologue. C'est pas plus. Alors, l'anthropologie, elle s'est formée dans une matrice. Il faut rappeler, l'anthropologie, elle se forme dans une matrice géographique. Boas, c'est un géographe. Donc, on parle de. C'est intéressant parce que on parle du regard anthropologique, du regard ethnographique, beaucoup plus que de l'écoute. Mais il faut tenir compte des deux, et non seulement des deux, mais de la totalité du sensible. C'est-à-dire, il y a des dimensions qui souvent sont occultées, qui est l'olfactif et qui est le gustatif. Je crois que c'est ça vraiment l'ethnographie. Je reprends le titre du livre de Jacques Rancière, mais je ne l'utilise pas dans le même sens. Le partage du sensible. C'est le partage du sensible. Il y a deux. Je dis souvent aux étudiants, il y a deux manières de devenir anthropologue. Mais deux qui sont privilégiées. C'est parler avec les autres dans leur langue et c'est manger avec eux leur nourriture. Alors, parler avec les autres dans leur langue, d'où pour moi la nécessité d'apprendre le portugais travaillant au Brésil. C'est peut-être le truc dont je suis le plus fier, c'est arriver à parler portugais. Pas trop mal, mais quand même avec un accent. Si on ne parle pas la langue, si on passe pas, il y a pas de, pour moi, il y a une notion qui est violente. Non, violente, ce serait un peu trop fort, mais qui n'est pas adéquate. C'est la notion d'informateur. C'est-à-dire notre travail, on n'est pas des enquêteurs, on n'est pas des policiers, on ne travaille pas avec des informateurs. C'est un mot qui vient de la police, mais avec des interlocuteurs, avec des partenaires, sur un pied d'égalité. Donc apprendre à parler la langue des autres. Donc, moi, ce que j'ai fait avec le portugais et ensuite en rayonnant avec l'espagnol, quand je vais, parce que j'ai beaucoup
séjourné dans les pays d'Amérique latine hispanophone. Je crois que j'aime encore mieux la langue. J'aime encore mieux la langue espagnole. Je la trouve d'une beauté. Je suis toujours enthousiasmé quand j'entends les musiques, les chansons de Mercedes Sosa. Enfin bon, des chanteurs, et surtout des chanteuses hispaniques. Et alors donc, c'est un effort considérable pour moi que je poursuis au Japon. C'est parler japonais. Donc moi j'ai été, ça fait 10 ans, une dizaine d'années, je suis invité au Japon par une université de Tokyo, où je suis prof invité. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est pas d'enseigner, c'est au contraire c'est pas d'apprendre, c'est de désapprendre, c'est d'essayer de comprendre les interactions dans la société japonaise. J'ai été étudiant en japonais pendant 3 ans, mais ça me demande, j'ai pas du tout l'aisance que je peux avoir, enfin l'aisance relative que je peux avoir en portugais et en espagnol. Mais néanmoins, je suis capable de parler, mais évidemment, je suis pas. C'est dans la vie quotidienne, ça peut aller très bien, le japonais, mais là, c'est un effort considérable de construire la phrase précisément sans sujet, parce qu'on on peut pas parler de la même manière quand vous voyez, on est en train de parler, je commence toutes mes phrases par moi, ce qui serait complètement impoli en japonais, c'est un peu comme ça que les enfants parlent, mais on peut pas dire, vous savez, en japonais, c'est très connu, on ne peut pas dire je t'aime en japonais. On dit ski des, ça veut dire amour, c'est amour il y a, mais vous ne pouvez pas comprendre quand vous dites ski des, qui aime qui. Vous ne pouvez pas savoir à qui s'adresse cet amour et par qui il est proféré. Donc alors, c'est tout le temps comme ça, de construire les phrases à l'envers, sans aucun repère étymologique. C'est très perturbant. Et c'est difficile aussi de manger la cuisine avec les autres. Moi, je déteste ça. Être accroupi par terre à 8 heures, de manger du poisson cru au vinaigre. Mais il faut passer, vous le savez bien, il faut passer par cette expérience d'un partage minimum de la culture des autres. Pas du tout dans le but de s'identifier. Je sais que je ne serai jamais japonais, alors que j'aurais pu devenir brésilien. Il y a une époque de ma vie où je me suis dit, oh là, c'est mieux ici, il y a quelque chose. Il y a une partie de moi, on y reviendra tout à l'heure, il y a une partie de moi qui est brésilienne, pas du tout japonaise. Bon, donc, je reviens à la description ethnographique, je crois que c'est l'essentiel. C'est les sons, c'est pas seulement, c'est ça l'ethnographie, c'est être attentif pas seulement aux paroles, mais aux trois familles de sons, c'est-à-dire la voix, le bruit et la musique. Être attentif aux 3 familles de sons, être attentif à la vue. C'est pas, là pour moi c'est le corps en mouvement, le corps pris dans un environnement, et aux odeurs, et aux saveurs, et aux interactions. C'est vraiment une immersion dans le sensible. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pour ça que je m'intéresse tellement et au cinéma et au théâtre. C'est parce que, qu'est-ce que c'est l'expérimentation artistique? Ce n'est rien d'autre qu'une intensification de l'expérience sensible. Vous voyez, l'ethnographie, c'est une connaissance par le sensible. C'est une connaissance, c'est ce qui nous distingue de la sociologie. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence, mais c'est ce qui nous distingue de la sociologie classique. C'est cette attention au son, au geste. Et alors, le théâtre, il n'a à sa disposition que
des textes et des gestes. Et le cinéma, il n'a à sa disposition que des morceaux de son et des fragments d'images. On va revenir certainement là-dessus. Le cinéma, vous le savez mieux que moi, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est d'associer, c'est de monter, c'est de changer, c'est de transformer. Mais je pense que notre activité, elle n'est pas très différente. L'activité des cinéastes, l'activité des metteurs en scène, l'activité des anthropologues, c'est une connaissance par le sensible, c'est pas du tout intellectuel. Tout se joue dans des minuscules interactions. Moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est le petit, c'est le minuscule, c'est le détail, et en même temps, parce que vous l'aviez noté, c'est le grand, c'est quand même, on est dans la mondialisation aussi, on est dans la mondialisation. Alors, c'est bizarre parce que moi, vous voyez, je commence mes phrases, un japonais ne le ferait pas comme ça. Je commence par je. C'est les sons qui viennent vers nous, ce sont les images qui nous captent. Il faut le dire au passif, parce que il y a une expérience cruciale que j'ai eue à Tokyo, c'est en allant au... Vous voyez ce que c'est le théâtre No? Le théâtre No, c'est une forme théâtrale qui a profondément marqué l'histoire du théâtre en Occident. C'est un théâtre où il n'y a que 2 acteurs, il n'y a pas de... Le tréteau est nu, il n'y a pas de décor. Et ils ont des masques et ils regardent les spectateurs. Ce n'est pas le spectateur qui regarde, c'est les acteurs qui vous regardent. J'ai eu l'impression, à partir de ça, qu'à Tokyo, c'était la ville qui me regardait. Il y a quelque chose en anthropologie et en ethnographie qui est de l'ordre du passif. On n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise des situations. La place qui nous est assignée sur le terrain, elle nous est désignée par d'autres. Vous ne pouvez pas préfigurer ce qui va vous arriver. Et s'il n'arrive rien, c'est que c'est loupé. Il doit vous arriver quelque chose, et nécessairement à un moment des déboires, des malentendus. Il doit vous arriver des trucs comme ça. Mais il y a un écart, je reviens à ce que je disais précédemment, il y a toujours un écart entre la réalité sociale telle qu'elle est vécue par les acteurs et la réalité que vous transformez. Et si vous écrivez un livre d'anthropologie, et moi j'en ai écrit beaucoup, et que les acteurs du terrain se reconnaissent parfaitement dans ce livre, c'est que ce livre est loupé, anthropologiquement. Il doit y avoir un écart. On ne doit pas se reconnaître parfaitement. On n'est pas les porte-paroles. Moi, c'est comme ça que je conçois l'anthropologie. On n'est pas les porte-paroles d'un groupe. On n'est pas des militants. Notre travail, c'est de poser des interrogations, non pas de résoudre, de poser des interrogations qui vont transformer les uns et les autres, qui vont vous transformer profondément parce que ça vous affecte, et qui vont essayer de transformer vos interlocuteurs sur le terrain. Et alors, donc je disais la préoccupation pour le petit, la préoccupation pour le détail, et il n'y a que ça qui compte. Pour un cinéaste, il n'y a que ça qui compte. Le détail, les inflexions du visage, la tonalité de la voix, c'est pas des idées, c'est pas des idées. D'ailleurs, il ne faut pas dire, quand on parle de la langue chinoise et japonaise, c'est pas des idéogrammes, c'est des pictogrammes, c'est des formes, c'est des images, mais il n'y a que ça qui compte. Donc moi, je m'intéresse au petit, au minuscule, au détail du détail.
mais en même temps, il faut s'intéresser aux grands. Et c'est curieux, mais les villes qui m'intéressent, les villes sur lesquelles j'ai écrit 3 livres sur des villes, un livre sur la ville de Pékin, un livre sur la ville de Tokyo, et un livre sur la ville de São Paulo. Ce sont des immenses métropoles. Ce sont des immenses métropoles. Donc comment aborder le grand avec le petit? Le petit, c'est la méthode, la réalité, c'est le grand. Et la réalité, aujourd'hui, c'est la mondialisation. Donc la mondialisation, on est complètement dedans. Le terme, il est trop emprunté, trop galvaudé, mais comment dire? Si la mondialisation est intégrale, elle va nécessairement provoquer par réaction une anti-mondialisation intégriste. Il y a toujours, plus la mondialisation qui est économique, qui est commerciale, qui est une occidentalisation va s'imposer, plus elle va provoquer des réactions de différenciation. Moi, j'essaye de frayer une voie dans ce que j'appelle processus de métissage, qui n'est ni l'indifférenciation, tous pareils partout, ni le repli identitaire sur le différentialisme. Comment dire? Alors, en anthropologie, si je dis ça en anthropologie, ça deviendra ni une espèce d'universalisme abstrait, ni un identitarisme crispé. Nous avançons dans une tension qui fait que très souvent, les autres ne comprennent pas exactement ce que nous faisons en anthropologie. Parce que nous ne sommes pas des journalistes, hein? Nous ne sommes pas exactement des enquêteurs. Notre travail, c'est autre chose. C'est un travail qui pose des questions, qui pose des interrogations, et qui a quand même pour but de transformer et qui a nécessairement une dimension politique. Donc je ne crois pas du tout à la neutralité. On n'est pas des militants, mais en même temps, on est engagé. Je trouve aussi c'est quelque chose de grave, hein, ce qu'on fait. C'est quelque chose de grave, mais bon, il ne faut pas dramatiser non plus. Vous savez très bien, sur le terrain, il y a aussi une dimension marrante, ludique, il nous arrive plein de trucs. C'est une découverte chaque fois. Peut-être quelques mots sur votre ouvrage L'énergie discrète des Lucioles. Je crois que c'est un livre. C'est un livre qui a été publié ici par votre maison d'édition à l'université de Louvain. Pourquoi j'ai pris ce titre-là? C'est un titre qui m'a été inspiré par Pasolini, qui a écrit un article qui est devenu célèbre, qui s'appelle l'article des Lucioles, où il montre que l'éclairage abondant, les projecteurs font disparaître les lucioles, et puis exterminent les lucioles. Les lucioles, elles sont toutes petites, mais elles sont quand même des petits... Elles font vibrer des petits signes lumineux. Et c'est ça. C'est quand même le petit est éradiqué par le grand. Et puis il y a eu un film japonais, un film d'animation. Je ne sais plus si vous pouvez me rappeler le titre. Il y a Takanaka, je ne me souviens plus. Il est très célèbre, un film aussi qui a le terme le luciole. Les Japonais sont passionnés par
la recherche des lucioles en été. Pour moi, c'est un peu symbolique de ces petits insectes, vous voyez, qui émettent des signes lumineux et qui sont éradiqués par la masse des projecteurs. Mais bon, ce livre, c'est un livre qui réunit des textes et qui est consacré aux images, qui est consacré à la photo, au cinéma et aussi aux pictogrammes chinois et asiatiques. C'est quelque chose qui va dans le sens de mes préoccupations pour le cinéma. Je crois qu'on reviendra peut-être plus sur le cinéma.